On va commencer la session uro-oncologie avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va se rattraper. La session d'aujourd'hui va bien sûr porter sur le traitement du cancer métastatique du rein, le traitement du cancer du prostate, mais également sur le diagnostic du cancer de la prostate. Et pour cela, on aura un sujet sur l'IRM multiparamétrique et le sujet également de l'intelligence artificielle que le professeur Hicham Attar va traiter. Et plus précisément, ça va être classification et génétique du cancer de la prostate update 2023. Bien sûr, cette occasion ne serait passée que sans avoir une pensée à notre cher frère, ami et doyen, Dr Abdelrahman Mourchid, qui nous a quittés cette année, malheureusement. Et c'était l'un des grands leaders et pionniers de l'urologie du sud du Maroc et un des fondateurs de cette association. Et donc, je vous prie, si vous voulez bien, qu'on نقرأ الفاتحة على روحه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merci à tout le monde. Et donc, on va entamer la première session qui sera portée sur le cancer du rein métastatique, place de la chirurgie. Et j'appelle le professeur Omar Rondal. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette 5e édition d'urologie du Sud. Et je les félicite pour cette qualité d'organisation. Je vous remercie de m'avoir confié ce sujet, un sujet qui n'est pas des plus simples, c'est une question qui revient régulièrement. La place de la chirurgie dans le cancer du rein métastatique, ça revient dans tous les congrès sans vraiment pouvoir trancher de façon catégorique, tellement il y a un essor de thérapie systémique et à chaque fois, il faut s'arrêter et se poser la question, est-ce qu'il y a encore une place à la chirurgie dans le cancer du rein métastatique? Je crois que la question devrait être formulée ainsi. Donc, je vais essayer de parler de cette néphrectomie de cytoréduction, rappeler les bases anatomiques et s'arrêter à chaque fois à différentes stations avant l'ère de la première immunothérapie, il s'agit des cytokines. On va s'arrêter un peu moins au niveau de l'avènement des thérapies ciblées. En fait, ça ne devrait pas tomber dans la désétude, tout simplement parce que ce qui va venir après, il y a 2-3 années, l'immunothérapie, on n'a pas encore l'AMM de la plupart des molécules. Et comme a dit Tony Choueri à Marrakech il y a 3-4 mois, il faut contextualiser notre pratique avec ce qu'on a. Et donc on a encore le sunitinib sous la main. On va raisonner ainsi. On va rappeler certains aspects techniques. Est-ce qu'il y a une place à la néphrectomie partielle dans le cancer du rein métastatique? Et la chirurgie n'est pas que la néphrectomie. Des gestes parfois peuvent être proposés pour aller enlever une métastase, surtout en situation oligométastatique ou à visée symptomatique. Le curage ganglionnaire avant de conclure. Donc je rappelle rapidement que le cancer métastatique, à la première consultation, c'est 25 à 30% des cas. Aux États-Unis, en Europe, on a réussi à ramener ces taux à 10-15% du fait de la vulgarisation d'imagerie en coupe, l'échographie, le scanner d'échographie, maintenant on tombe sur plus de tumeurs localisées et moins de tumeurs métastatiques. Le pronostic est mauvais, survie à 5 ans de 10 ans, de 10%. Et l'avènement, ces 3 dernières décades, de nouvelles thérapies a permis d'améliorer le pronostic chez les patients. Le traitement jusqu'à 2001, l'année d'apparition des cytokines, se limitait à la chirurgie. On faisait qu'opérer ces patients, chaque fois que c'était possible, bien entendu, chaque fois que les patients étaient opérables et que la tumeur était extirpable. Chirurgie du rein, chirurgie des ganglions et chirurgie de métastase à distance. Alors, les bases de la néphrectomie cytoréduction, bien entendu, c'est des cas qui sont plus ou moins anecdotiques. Il arrivait que certaines métastases apparaissent sans aucun traitement, mais suite dans les mois qui suivent la néphrectomie. C'est le cas illustré par ces scanners, ces cas cliniques publiés récemment en 2020. Une métastase de l'apex pulmonaire qui a disparu 4 mois après la néphrectomie et à droite,
une importante adénopathie médiastinale qui, elle aussi, a disparu après une néphrectomie sans qu'aucun traitement ne soit entrepris. Alors, un petit rappel de la base de la thérapie systémique. D'abord, une théorie immunologique selon laquelle la tumeur va se comporter comme un piège immunologique où vont être séquestrés des lymphocytes et des anticorps, et donc une place à l'immunité dans ce traitement. Deuxième théorie angiogénique qui est apparue bien avant qu'on parle des anti-angiogéniques. Et sur la base de cette théorie, donc on peut comprendre que la néphrectomie, en enlevant la masse tumorale, va donc augmenter l'immunité en supprimant le séquestre. Elle va induire une diminution de la croissance des localisations secondaires, comme on a pu le voir à travers ces cas cliniques, et bien entendu, une réduction de la masse tumorale. Alors, l'ère des cytokines, 2 essais prospectifs randomisés de phase 3, celui de la SWOG et de la RTC, qui ont été donc taillés selon le même design. Ils ont comparé l'interférent seul versus interférent à la suite d'une néphrectomie. Donc, SWOG, donc un net gain en survie globale chez les patients néphrectomisés versus patients traités par l'interférent seul. Et donc, vous voyez, c'est là vraiment à la limite de la significativité 0,05, ce n'est pas vraiment très significatif. Et l'ajustement en fonction de l'état général et des sites métastatiques montre une nette amélioration chez les patients qui ont, en survie globale, patients qui ont des métastases pulmonaires par rapport à d'autres sites métastatiques. La deuxième étude, bien entendu, la RTC, même résultat, important gain en survie globale et en survie sans progression. Pas très significative, et Flanigan a eu l'idée de faire une analyse combinée des études, et il ressort qu'il y a une amélioration de la significativité en matière de gain en survie globale. Et donc, parallèlement, avec la néphrectomie, le décès ou la mortalité a été réduite de 31% par rapport aux patients qui n'ont pas eu de néphrectomie. C'est des résultats qui ont été considérables. Alors, est-ce que c'est pour tous les patients métastatiques? Bien entendu, non. L'analyse de ce groupe a montré que le bénéfice est plus important chez les patients qui ont patients de faible risque. Par rapport aux patients de risque intermédiaire, bien entendu, les patients de mauvais risque, de groupe avec 4-5 facteurs de risque, avaient un pronostic moins bon. Pronostic, ça c'est des critères de Motzer. On va voir que ça va poser des problèmes à la suite avec les thérapies ciblées. C'est la calcémie corrigée, l'LDH, l'hémoglobine, l'index Karnowski. Maintenant, avec une meilleure compréhension de la vascularisation tumorale, l'angiogénèse, en 2004-2005, sont apparues de nouvelles molécules, les TKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase et d'autres molécules. On sait que la tumeur, en agissant sur la néovascularisation, va réduire la masse tumorale. Et donc, avec ces molécules, on a obtenu des réponses objectives supérieures par rapport à l'interférent, que ce soit au niveau de la tumeur primitive qu'au niveau des métastases. Et vraiment, on a commencé à se poser la vraie question, est-ce qu'il faut opérer encore ces patients au vu des résultats avec ces molécules? Voilà donc la courbe d'évolution de recours à la néphrectomie sur la de la CIR database. Donc, après l'apparition en 2005 de ces molécules, on réalisait moins de néphrectomie aux États-Unis. J'aurais aimé que la courbe soit actualisée, mais ça arrive en 2008. Vous voyez déjà qu'il y a moins de néphrectomie réalisée chez les patients métastatiques. Donc la régression est de 0,6% par an, moins de néphrectomie. Là, c'est un essai, la plus grande série qui illustre cette situation, c'est de Hank, publié en 2014, où la médiane de survie globale est supérieure en cas de néphrectomie versus non-néphrectomie, et donc de façon très significative. L'ajustement, là encore, en fonction des facteurs de risque, nous allons voir que les patients, même de haut risque, vont bénéficier de la néphrectomie. Et seulement les patients, quand on ajuste par rapport à l'âge, les patients très âgés ne vont pas bénéficier, et encore moins les patients qui ont des métastases cérébrales et qui vont donc être exclus des recommandations de la néphrectomie plus thérapie ciblée. C'était du rétrospectif, il fallait donc des essais randomisés. C'est l'étude Carmena qui a donc dont les premiers résultats ont été publiés en 2018, avec toutes les difficultés que cette étude a eues pour recruter. On attendait 576 patients, et donc on a conclu avec 450. Les patients ont été randomisés entre deux bras, néphrectomie plus sunitinib 50 mg, le schéma 4 on et 2 off, versus sunitinib seul. Et il fallait donc démontrer que
le sinitinib seul était supérieur ou au moins non inférieur au sinitinib plus néphrectomie. Les résultats, un gain en survie globale et également en PFS. Et donc, le sunitinib s'est montré non inférieur à la néphrectomie suivie du sunitinib. Et donc, un élément important qui va donc susciter beaucoup de discussions après, c'est les groupes de risque, surtout les patients de risque intermédiaire et de haut risque. Pour Arnaud Méjean, vont bénéficier de la néphrectomie les patients qui sont de bons pronostics, de faible risque. Il a exclu donc des indications les patients avec risque intermédiaire et un risque haut risque. Donc, conclusion à l'essai Carmena, sunitinib n'est pas inférieur seul par rapport à la néphrectomie et également ces paramètres, certains sont associés à une survie globale plus courte, notamment le bon état général, la tumeur rénale volumineuse et la charge métastatique faible. Et à l'issue de l'étude, donc la néphrectomie immédiate n'est pas nécessaire chez les patients de risque intermédiaire et les patients de risque. Et donc c'est un changement du paradigme. Alors d'opérer tous les patients, c'est un paradigme, l'étude Carmena est venue donc tout chambouler et il ne fallait plus opérer tous les patients métastatiques de faible risque et de risque intermédiaire. Les limites de l'étude Carmena, c'est que ces résultats ne sont pas applicables à tous les patients. Il y a beaucoup de biais dans le recrutement. Les patients opérés, leur choix était laissé à la discrétion de l'urologue qui l'incluait. C'est des patients qui pouvaient opérer et donc ils ont été opérés. Donc les patients en fait général qui étaient de mauvais candidats à la chirurgie n'ont pas été inclus, donc c'est un grand biais. Les patients opérés de faible volume tumoral également échappaient au choix et également la grande charge métastatique. Ce qu'on va reprocher à Carmena surtout, c'est les critères de classification des patients. Ils n'ont pas été classés selon les critères adoptés à l'époque. 2005, c'était les critères de l'IMDC, le consortium international. Il a utilisé les critères de Moser. Et donc, là, c'est une étude qui a été communiquée en 2019 à l'EAU, Aurora, donc dans un test de ce qu'il appelait de validité externe des résultats de Carmena. Il a essayé donc d'appliquer ce qui a été obtenu à Carmena sur les patients américains. Et donc, qui avaient les mêmes critères d'inclusion. Qu'est-ce qu'il ressort de la comparaison? Que les patients de Carmena étaient plus âgés, de façon plus ou moins significative, et également, le nombre de sites métastatiques des patients de Carmena ne correspond pas à la vraie vie. La moyenne de métastases dans la vraie vie, c'est une en moyenne, alors que dans l'île Carmena, c'est 2 métastases. Élément important également, c'est que Carmena a inclus plus de patients avec métastases pulmonaires, osseuses et des adénopathies ganglionnaires, contrairement à ce qu'on rencontre régulièrement aux allophares qui ont des métastases pancréatiques et hépatiques aussi, qui n'ont pas été inclus dans l'étude. Alors, le coordinateur de l'équipe de Carmena va donc essayer de répondre. En 2021, ils vont procéder à un amendement et surtout, ils ont reclassé les patients selon le critère du MDC. Et ils reviennent avec un titre un peu plus provocateur. Est-ce que cette néphrectomie est encore possible? Hein? Is there still a role of cystectomy? D'accord? Alors, patient reclassé. Là, juste je rappelle les critères de l'IMDC. Ça change les critères de Moser. 1 an entre diagnostic et l'initiation du traitement. L'anémie, la calcémie corrigée élevée, l'hyperleucocytose et la thrombocytose. Et là, peut-être il faut retenir, parmi les patients de risque intermédiaire, il y a 2 types de patients de risque intermédiaire parce que les résultats vont intéresser justement ce groupe. Risque intermédiaire avec un seul facteur de risque, risque intermédiaire avec 2 facteurs de risque. On va retenir, là, c'était l'ancienne classification, les mêmes patients Carmena. On passe à la deuxième classification et on se retrouve avec plus de patients de risque intermédiaire par rapport. C'est la même cohorte. On les reclassant, on se retrouve avec plus de patients de risque intermédiaire et moins de patients de haut risque, donc il y a une migration du groupe de risque. Les résultats sont les suivants. Rappelez-vous, donc on va insister sur le groupe de risque intermédiaire. Et il se trouve que les patients qui ont de risque intermédiaire, un seul facteur de risque, vont bénéficier de la néphrectomie, contrairement à ce qui a été avancé avant. Donc la néphrectomie, à l'issue de cet amendement, est pour les patients de bon pronostic et même également pour les patients de risque intermédiaire avec un seul facteur de risque.
Alors, le nombre de sites métastastiques également intervient. Meilleur résultat en matière de survie pour les patients avec un site versus 2 sites métastatiques. Maintenant, après Carmena, donc dans la même année, dans la foulée, le timing de la néphrectomie, est-ce qu'il faut faire une néphrectomie différée ou immédiate? Donc, c'est le propos de l'étude sur Time, qui a été établi ainsi, 2 bras, patients avec cancer métastatique, randomisés entre néphrectomie, une évaluation à 4 semaines, puis des cycles de sunitinib versus un protocole en sandwich, 3 cycles de sunitinib, néphrectomie, puis le reste. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Avec une évaluation à 28 semaines, notant qu'il y a très peu de patients, 99, alors que plus de 400 étaient attendus, et donc l'essai a été arrêté de façon prématurée. D'accord? Alors, les résultats, néphrectomie puis sunitinib ou l'inverse, il n'y a pas de grande différence. La médiane de survie, elle est la même, et même pour la PFL. La médiane de survie sans progression est la même pour les 2 groupes, et la médiane de survie globale, avec l'intention traitée, était en faveur des patients qui étaient néphrectomisés de façon différée. Donc, je crois qu'on a fini avec la thérapie ciblée. On passe à l'ère des immune checkpoint inhibitors. Je crois que ce sera mieux détaillé par ma collègue oncologue tout de suite. Alors, le rationnel du traitement, comme le rappelle la partie droite du schéma, repose sur donc, la présence au niveau des cellules, au niveau de la tumeur, sur les lymphocytes de récepteurs PD-1 et leurs ligands. Et en bloquant ces récepteurs, ils vont donc augmenter l'énergie du cancer. Et donc, en bloquant ces récepteurs par les anticorps monoclonaux anti-PD-1 et anti-PD-L1, on peut espérer stopper l'évolution du cancer. Ça, c'est des cas cliniques rapides. Je vais un petit peu survoler avant de passer aux études. Patients avec une grosse tumeur rénale, et après 4 cycles d'ipilimumab plus nivolumab, je vais y arriver, donc on assiste à une nette réduction du volume tumoral. Après néphrectomie, chez ce patient, il n'y a pas de cellules viables, il n'y a que de la nécrose, et donc très efficace sur la tumeur in situ. Deuxième observation, cancer du rein gauche, avec infiltration de la veine rénale, de la veine cave inférieure aussi, on ne voit pas la veine cave, c'est une coupe un peu plus basse, une métastase hépatique, et donc après 2 cycles seulement de nivolumab, ipilimumab, une nette réduction, et à la chirurgie post-immunothérapie, on constate qu'il n'y a pas de tumeur là non plus, que ce soit sur le spécimen hépatique ou sur la pièce de néphrectomie, et donc on peut se poser la question à ce stade, est-ce qu'il faut encore opérer ces patients? Est-ce que les immunopompes inhibiteurs n'étaient pas seuls efficaces pour éradiquer le cancer? Malheureusement, il y a toujours des contre-exemples. Une observation différente, un cancer du rein gauche, 3 cycles d'association d'immunothérapie, néphrectomie, et il n'y avait que du cancer sur la petite masse au niveau du rein, et donc il fallait donc procéder à des études, des RCT. Ici, vous avez le résumé des études sur l'association, donc les ECI, associés entre eux ou associés à des inhibiteurs de la tyrosine kinase qui ont été comparés à la molécule de base qui est le sunitinib. C'est des essais qui sont récents. Alors, qu'est-ce qu'ils montrent? Il y a donc, comparant au sunitinib, il y a un net gain en survie globale et en survie sans progression en faveur de ces immunothérapies par rapport aussi au sunitinib, et même les réponses complètes et les réponses objectives étaient en faveur de l'association par rapport au sunitinib. Alors, force est de constater sur ce tableau qu'à droite, 70 à 80% des patients avaient été néphrectomisés avant qu'ils soient recrutés. Il n'y a pas de rein chez ces patients, et donc seulement 30% des patients avaient le rein in situ. Et donc, il fallait donc à ce stade distinguer entre la néphrectomie de cytoréduction, la vraie, et la néphrectomie réalisée avant métastase. Et ça, ces études ne le disent pas. Donc, on ne trouve rien à ce sujet. On ne sait pas qui a bénéficié parmi les patients qui ont une néphrectomie ou autre. Moi, je vais juste sur l'essai Javelin, donc de façon intéressante, une importante régression de l'évolution de la survie globale
en faveur des groupes néphrectomisés par rapport aux suivantes, et on n'a pas le même résultat pour le groupe qui n'a pas été néphrectomisé. Là, c'est une étude rétrospective qui montre le net avantage de la néphrectomie chez ces patients après suivi ou avant l'association, donc différée ou immédiate, mais c'est que du rétrospectif. Alors, Mori, en 2022, publie cette méta-analyse où il prend toutes les études et il retrouve que, justement, ce qui n'a pas été dit avant, là, on peut le voir, toujours, on garde le bénéfice de la néphrectomie chez les patients, des associations chez les patients. Le même résultat, c'est les patients qui ont été néphrectomisés que les patients qui ne l'ont pas été. Et donc, est-ce que vraiment la néphrectomie sert à quelque chose? Donc, c'est toujours, la question reste non résolue à ce jour. On va peut-être attendre le résultat des essais prospectifs, le Nordic Study, qui a donc randomisé les patients entre une néphrectomie en sandwich avec immunothérapie et l'immunothérapie toute seule. Il faut attendre l'année 2025 pour avoir vraiment les résultats. L'autre étude en cours, c'est la PROP Study, qui donc va randomiser les patients de groupe là également. La néphrectomie, cette réduction suivie d'immunothérapie ou alors l'immunothérapie toute seule. Alors, juste, je crois qu'on n'a pas encore conclu, on n'a pas tranché, ça reste toujours non tranché. Je vais passer à un autre chapitre carrément, c'est la néphrectomie symptomatique. Des fois, on est amené, sans chercher à stériliser le patient sa tumeur, à améliorer ses symptômes. Ça, c'est une rubrique un peu à part. Vous voyez que les métastases peuvent intéresser plusieurs organes. Les symptômes peuvent être liés à des symptômes d'état général, comme ils peuvent être liés à des signes locaux en rapport avec la tumeur, telle l'hématurie, la douleur. Des fois, on est tenté par aller soulager ces patients par un geste chirurgical. Il faut savoir que les patients métastatiques, dans 66% des cas, ils ont des symptômes en rapport avec la tumeur et dans 37% des cas, il y a des signes locaux. Alors, les résultats sont les suivants. En réalisant la néphrectomie, on va voir ici le premier tableau, any symptoms, c'est-à-dire les signes généraux. Il y a une amélioration, improvement, dans 71% des cas. D'accord? Mais il y a également, pour les signes locaux en rapport avec la néphrectomie, 95% des patients sont soulagés de symptômes locaux, mais force est de constater également que sur certains patients, l'évolution a été délétère, comme ici, 4% des patients qui n'ont été ni améliorés et qui se sont retrouvés des complications de la néphrectomie. Donc, ça reste toujours un sujet à débat. Alors, ça, c'est un débat qui a été engagé à Casablanca, donc sans aller très loin, lors de la journée très réussie de la MU, la néphrectomie partielle en situation métastatique. Est-ce qu'on peut la réaliser? Oui. La néphrectomie partielle, comparée à la néphrectomie totale, c'est pratiquement la même survie spécifique, mais au prix de complications locales surtout. Mais comparée à la néphrectomie en situation non métastatique, c'est les mêmes complications. C'est juste une technique et donc pas de différence significative. J'ai trouvé ce débat et je voulais le partager avec vous, récemment publié en 2002, entre les gens qui sont pro-néphrectomie partielle et les détracteurs, les gens qui sont pour défendre la néphrectomie partielle, tout simplement parce que pour eux, c'est une meilleure conservation, ça on le sait, même en dehors d'une situation métastatique. Seulement, ces patients, on connaît la corrélation entre la néphrectomie, la préservation du capital néphrique et la survie générale, la survie globale. Ces patients qui ont moins de phénomènes cardiovasculaires vivent plus longtemps. Et donc, autant proposer quelque chose pour ces patients. Et donc, ils vont privilégier la néphrectomie partielle pour être capable de prescrire le traitement à pleine dose, parce que souvent, les oncologues vont confirmer, on est appelé à adapter le traitement en fonction de la fonction rénale. Donc, en préservant en plus de capital néphronique, on peut prescrire à pleine dose. Alors, les détracteurs, pour eux, il y a ce tableau qui montre que dans cette série, quoique courte, de 4 séries, la taille tumorale moyenne, elle est de 9-10 cm. Et après traitement systémique, immunothérapie en l'occurrence, la réduction n'est que de 30%. Elle n'est pas seulement 30%. 30% de 9, ça fait 6 cm. Ce n'est pas vraiment les patients électifs pour la chirurgie partielle. Bien sûr, chacun a ses compétences. C'est un cutoff qui est fixé, 4 cm pour la partielle, mais chacun peut faire ce qu'il veut dans la limite de ses compétences. Hein, d'accord? Et donc, pour eux, ce n'est pas vraiment une indication à faire une chirurgie partielle. Alors, il faut aussi savoir parler de la morbidité. Est-ce que ces patients vont leur rendre service en réalisant une néphrectomie?
La morbidité, bien sûr, disparition des symptômes, un retard potentiel à l'initiation, ça peut être également à l'encontre de l'indication. Il faut savoir également que les thérapies ciblées vont peut-être retarder le recours au traitement la chirurgie peut retarder le recours au traitement systémique. La laparoscopie, en améliorant les suites post-opératoires, peut être une solution. Juste à titre de rappel, dans les CKMNA, des patients dans le groupe néphrectomie sinusite, à cause de la chirurgie, n'ont pas pu recevoir le traitement à cause des complications post-opératoires. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Il avance. Là, c'est une étude qui montre des complications après ces thérapies ciblées. Toutes les molécules ont été testées, sunitinib, bevacizumab, axitinib. Vous voyez que les patients qui ont une néphrectomie, plus suite au traitement systémique, ils font plus de complications globalement, de façon non significative, mais de façon plus significative pour la déhiscence partielle superficielle, ces patients qui vont très mal cicatriser. Et cette déhiscence peut également intéresser les fascias avec des éventrations, avec une gestion très difficile en post-opératoire. Vous connaissez comment on gère les éventrations sur l'embotomie quand c'est l'embotomie qui est réalisée, et avec éventuellement plus d'infections de parois. Là, pour les immune checkpoint inhibiteurs, de l'avis de la plupart des chirurgiens, c'est une chirurgie qui est difficile, beaucoup de fibrose, beaucoup d'adhérence, temps opératoire allongé, une importante fibrose desmoplastique et lymphocytaire au niveau des sites opératoires. Alors, Pignot, ça c'est une étude française qui montre donc la morbidité de la néphrectomie après checkpoint inhibiteur. Vous voyez donc un temps opératoire allongé, beaucoup de pertes sanguines. 80% de chirurgiens disent que c'est une chirurgie très difficile. Donc, c'est pas une néphrectomie comme on a l'habitude de faire. Temps de séjour hospitalier plus élevé. Ce qui est curieux, quand même, c'est de constater que sur la pièce, sur le spécimen, la réponse est complète dans 18% des cas. Est-ce que donc il fallait opérer ces patients alors qu'il n'y a pas de tumeur dans le rat? Et à contrario, 80% des patients avaient de la tumeur. Et là, le problème avec ces patients, on n'a aucun élément pour le sélectionner. Il n'y a pas de corrélation avec la sémiologie radiologique. Il n'y a pas de rehaussement en préopératoire, donc on ne peut pas choisir ces patients. Donc, c'est toute la difficulté de choisir ces patients. Singla, et donc rapport des résultats plus encourageants, hormis le temps opératoire qui est plus allongé, il y a donc vraiment nettement moins de complications. Ce qui est important aussi, c'est que chez 60% des patients, on a pu arrêter le traitement par les immune checkpoint inhibiteurs grâce à la néphrectomie. Chirurgie en situation métastatique, donc il n'y a pas qu'un néphrectomie, les métastases peuvent mériter un geste opératoire à notre part. Parce que j'ai encore quelques minutes, je vais bientôt finir. Rapidement, la métastasectomie concrète s'associe à une survie globale supérieure en cas de geste incomplet. Je passe. Là, c'est l'avantage a déjà commencé avant les cytokines, conservé avec les thérapies ciblées. Et bien sûr, les patients avec une seule métastase vont bénéficier de la métastasectomie par rapport aux patients qui en ont deux ou plus. Un élément important, c'est les métastases métachrones. Plus la métastase fait du temps à apparaître, plus le résultat est important. Il faut aller les opérer. Et les métastases pulmonaires, bien sûr. Je passe rapidement. Là, une autre anatomie rapidement pour le cancer, pour les métastases pancréatiques. Il faut chercher que le radiologue, des fois, omette de chercher. Elles ne sont pas aussi rares que ça, tout simplement, surtout face à un cancer du rein droit. On sait que le drainage lymphatique du rein droit se fait par un canal commun avec le pancréas vers le canal thoracique. Voilà. Donc, et souvent, il y a une insuffisance valvulaire, il y a un reflux des cellules tumorales du canal thoracique vers le pancréas et ces métastases. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les résultats sont considérables, la survie globale après chirurgie pancréatique seulement. Il faut se méfier des complications qui sont vraiment très fréquentes, très difficiles à gérer, les fistules pancréatiques, quelle que soit la technique réalisée. Rapidement, les métastases cérébrales, peut-être que la chirurgie n'est pas une bonne option, il faut traiter par radiochirurgie. Et le traitement local des métastases, je finis, cuage ganglionnaire, résultats disparates, très contradictoires. Les anciennes séries parlent d'un gain en survie globale, les récentes, surtout cette analyse, qui ne montrent pas davantage à aller faire une métastasectomie en situation métastatique. Donc,
cellules non claires, rapidement. Là aussi, un gain à faire une néphrectomie, quel que soit le type histologique, avec un net bénéfice pour le carcinome chromophobe, qui a un bon pronostic. Rapidement, là, c'est le cancer papillaire, donc net gain en survie globale à faire une néphrectomie cytoréduction. Donc, on peut conclure qu'à ce jour, il n'y a pas de recommandation claire, c'est juste une tendance, hein, it's just trend, comme disent les anglo-saxons. On va proposer ces patients un traitement systémique et en fonction de la réponse, on va discuter de l'éventualité, de la pertinence d'une néphrectomie. Bien sûr, il faut bien sélectionner le patient et voilà, je vous remercie.